Bonjour à tous, merci d'être présent pour ce nouveau épisode dans le cycle des webinaires. Donc c'est notre cinquième de l'année et l'idée aujourd'hui c'est de s'intéresser à la chimie des arts, donc aux techniques de peinture et à ce qu'on peut en faire en classe, donc en travaillant notamment en CP, CE1, CE2, mais en fait on peut adapter à d'autres niveaux nos propositions. Et donc, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi Laurence de Viguerie, qui travaille donc au laboratoire d'archéologie moléculaire et structurale, qui est rattaché au CNRS et qui est donc sur le campus de Jussieu et qui travaille justement, qui est chimiste du patrimoine, pour faire très très vite. J'ai aussi avec moi Guillaume Sotolena qui enregistre la session. Donc j'espère que c'est d'accord pour tout le monde. Coupez bien votre caméra pour que voilà, vous ne soyez pas à l'écran. On ne va pas enregistrer tout le webinaire, juste une partie. Et dès qu'on sera sur les échanges et qu'on pourra vraiment être en train de discuter, n'hésitez pas à rallumer votre caméra pour échanger de vive voix. Donc, j'ai aussi une petite voix, vous l'entendrez tout à l'heure, qui s'appelle Katia Allegro, qui va aussi nous aider à animer ce webinaire, et Mathieu Farina aussi. Donc, je crois que j'ai fait le tour de toutes les personnes qui nous donnent un coup de main, sans oublier Alba Kappa qui organise tout ça d'une main de maître. Voilà. Donc, Laurence, merci à toi de passer un petit moment avec nous. Donc, tu es chimiste du patrimoine. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire aussi, si c'est possible, pourquoi tu as accepté de travailler avec nous, la main à la pâte? Merci Fatima et bonjour à tous. Donc effectivement, moi je suis chimiste et même physico-chimiste des matériaux du patrimoine depuis, je dirais, une quinzaine d'années environ, ça rajeunit pas. J'ai un parcours de physico-chimiste assez classique, hein. J'ai fait une école d'ingénieur et c'est en stage de M2 où je suis arrivée au Centre de recherche et de restauration des musées de France, qui est situé dans les sous-sols du Louvre. Et j'ai enchaîné ensuite avec une thèse sur la peinture et en particulier la peinture Léonard de Vinci. Et ensuite, j'ai intégré le CNRS en 2012, voilà, au LAMS, où je suis actuellement. Donc, je suis plus spécialiste de formulation des peintures en étant chercheur au CNRS. Et donc, je fais de la recherche sur la formulation des peintures. Donc, étant chercheur, j'ai peu d'heures d'enseignement, quelques heures quand même à Sorbonne, et des heures aussi d'enseignement pour des étudiants en conservation-restauration. Et par contre, un aspect effectivement qui me tient à cœur dans mon travail, c'est la dissémination un petit peu de ce que je fais. Bon, c'est une des activités importantes du chercheur, hein, c'est de communiquer sur ses résultats, parce que si on reste à garder ses résultats pour soi, ça n'a pas grand intérêt. Donc, communiquer à la communauté scientifique, à notre communauté, et puis à l'extérieur aussi, au grand public, et voilà, et en particulier aux enfants et aux enseignants. Euh, voilà, pouvoir disséminer un peu notre travail, d'où cette collaboration un peu long terme du laboratoire avec la main à la pâte. Et c'est vraiment toujours un plaisir de participer aux ateliers, de rencontrer les enseignants et d'avoir les questions. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, nous en dire un peu plus sur ton quotidien de chercheuse, sur un projet ou deux projets sur lesquels tu travailles ou sur lesquels tu as travaillé, pour qu'on ait un peu une vision de ton labo et de ce que tu fais au quotidien? Oui, alors je peux commencer par introduire un peu de façon générale. Donc, je m'intéresse aux matériaux des objets du patrimoine. Donc, à la fois identifier les matériaux, comprendre les propriétés et comment ils vont se dégrader dans le temps. Et en particulier, donc, comme je vous l'ai dit, je suis plus spécialiste des peintures et donc un peu à l'interface entre l'histoire de l'art et les sciences des matériaux. Donc, je vais beaucoup discuter avec des gens qui parlent d'histoire technologique de l'art, donc de comprendre comme ça l'évolution du choix des artistes, euh, des matériaux, leur motivation pour le choix de tel ou tel matériau, comprendre le geste de l'artiste et du peintre. Donc, je m'intéresse à la formulation des peintures, à la façon dont ils ont préparé leurs peintures, les ingrédients, mais aussi la façon de les préparer. Et ça de deux façons différentes, à la fois devant les œuvres. Donc, on déplace le laboratoire, on a des techniques d'analyse qui peuvent être déplacées devant les œuvres, donc au musée principalement, ou sur des sites archéologiques pour certains collègues. Donc une partie comme ça de mon travail qui va être devant les œuvres, l'analyse des œuvres, l'identification des matériaux. Et puis après, une partie au laboratoire, à la fois bon, l'interprétation de ces données, et puis aussi s'intéresser aux recettes anciennes. Donc on va aller chercher dans des livres de recettes anciens, en fait, les recettes utilisées par les artistes, et on va les reconstituer en laboratoire pour comprendre les propriétés.
Donc, je peux effectivement illustrer un peu assez rapidement par deux projets qui illustrent un peu ces deux aspects. Donc, je vais partager mon écran. Voilà, donc je pense que tout le monde voit. Donc là, c'est pour illustrer un peu ce premier aspect, le côté analyse d'œuvre. Donc, je fais partie d'un projet qui s'appelle le projet Aorum, qui est un projet porté par un historien d'art qui s'intéresse à la façon dont les artistes ont utilisé l'or en Europe occidentale au XVIe et XVIIe siècle. Donc en fait, il y a en histoire de l'art, on va dire, on a un regard un peu sur l'usage de l'or qui s'arrêterait au XVIe siècle. Donc vous voyez un certain nombre de tableaux dans les musées et des tableaux du Moyen Âge où on a des grands fonds dorés, le ciel est euh, tout en doré. Donc là, c'est des feuilles d'or qui sont appliquées sur le tableau. Et puis en fait, à partir du XVIe et XVIIe siècle, ça devient de plus en plus rare et on a de moins en moins d'or utilisé, à tel point qu'en histoire de l'art, on avait un peu cette vision de dire il n'y a plus d'or dans les peintures. Et en fait, ce projet s'intéresse à la façon dont les artistes continuent finalement à utiliser l'or, mais de façon beaucoup plus restreinte et avec des usages un peu différents. Euh, et donc, on est donc dans ce projet. On a été étudié notamment récemment, là, en décembre, au musée de Dijon, au musée des Beaux-Arts de Dijon, un certain nombre d'œuvres, plus d'une vingtaine d'œuvres. Et là, par une technique qui est la fluorescence des rayons X. Donc, on a déplacé notre appareil, et vous avez l'image là sur la gauche. On a déplacé notre appareil pour aller faire des analyses devant les œuvres. Alors, on est très proche, on est à, je sais pas, 2 centimètres de l'œuvre, mais on ne touche pas l'œuvre et on n'abîme pas, on n'intervient pas sur l'œuvre. C'est une analyse qui se fait à distance, sans contact. Et donc, on a été regarder comment justement les artistes, à travers donc, justement une vingtaine d'œuvres, c'est assez peu courant qu'on ait accès à autant d'œuvres en une seule mission, mais pour regarder l'évolution justement de ces techniques. Donc, je vous ai mis là deux représentations. Un tableau plutôt classique où là, il y a de l'or effectivement utilisé sur l'auréole, une feuille d'or. Ça, c'est assez courant. Et puis, un tableau beaucoup plus tardif là sur la droite. Et je vous montre juste après. Voilà. Donc ça, c'est un des tableaux qu'on a étudié, qui est une œuvre italienne du XVIe siècle, où on a regardé différents points, où là, l'historien d'art qui était avec nous nous a dit, là, c'est sûr, on a de l'or, je me suis placée comme ça, j'ai regardé, ça brille, c'est sûr, c'est de l'or un peu partout. Donc, est-ce que vous pourriez analyser, puis regarder, nous dire quelle est l'épaisseur de la couche d'or, et puis quelle est la composition. Et en fait, en regardant, on a vu qu'il y avait en fait de, trois types de zones, enfin qu'on n'avait pas la même composition euh, et donc des effets différents. Puisqu'en réalité, on a dans la zone 1, là, vous voyez, il y a un petit point sur les détails là au milieu. On a en fait de l'or que dans la zone 2. Et par contre, on a l'usage de différents métaux, donc une sorte de laiton, un mélange cuivre-zinc dans la zone en haut. Et puis sur le point 3, c'était de l'étain et du mercure. Donc on a usage d'autres matériaux pour imiter l'or. Donc à cette époque, on va rechercher d'autres effets un petit peu techniques et cet usage de l'or devient vraiment ténu et modifié par rapport à l'usage qu'on peut en faire d'habitude. Donc là, l'historien d'art était très surpris parce que c'est vraiment le seul tableau sur lequel on a mis en doute ce qu'il avait vu. En fait, il était vraiment sûr qu'il y avait de l'or partout. Et là, sur ces cas particuliers, on a des zones où il y a une imitation parfaite de l'or, mais qui est obtenue par différents matériaux. Donc ça, c'est un peu un exemple voilà, des analyses qu'on va faire. Et c'est toujours en lien. Donc là, c'est un lien particulier avec cet historien d'art qui porte le projet. Mais même si on n'est pas dans un projet où il y a un historien d'art impliqué spécifiquement, on va toujours être en discussion avec le conservateur ou le restaurateur qui a travaillé sur l'œuvre et qui a une vraie connaissance du coup de l'histoire de l'œuvre et du contexte général. Et puis j'ai une dernière slide. Euh, voilà, pour illustrer justement ce deuxième aspect. Et donc là, c'est l'exemple d'une recherche qu'on mène au laboratoire sur ce qu'on appelle la tempéra grasse. La tempéra grasse, c'est une technique qui daterait de la période de transition entre la peinture à l'œuf et la peinture à l'huile. Alors, on en parlera peut-être un peu plus tard, je ne rentre pas complètement dans le détail, mais il faut savoir au début du XVIe siècle, les peintres commencent à utiliser l'huile. Et en fait, il y a une période de transition où les artistes utiliseraient un peu encore de l'œuf et commencent à utiliser l'huile et font une sorte d'usage mixte de ces deux techniques. Et il y a une hypothèse justement en histoire de l'art qui serait l'utilisation de tempéra grasse, donc un mélange huile et œuf sous forme d'émulsion. Donc on s'est intéressé à cette pratique suite à des analyses qu'on a pu faire
sur un tableau de Giovanni Bellini. Donc là, c'était dans un musée italien à Naples. On a fait des analyses non invasives de ce tableau. Et puis, on a eu accès à un micro-prélèvement. On a analysé ce micro-prélèvement. On a vu qu'effectivement, dans ce micro-prélèvement, on a à la fois de l'huile et à la fois de l'œuf qui a été utilisé par l'artiste. Donc après, de retour au laboratoire, on a commencé à regarder les recettes. On n'a pas trouvé de recettes de cette technique, à part des recettes beaucoup plus tardives au XXe siècle. Donc on s'est dit, bon, on ne comprend pas très bien cet usage et on va essayer de reconstituer ça au laboratoire. Donc on a un doctorant, un étudiant qui prépare des émulsions, des mayonnaises, huile, œuf, et qui regarde comment ça se comporte. Donc il a fait toute une gamme, vous voyez là en bas, toute une gamme de mélange huile-œuf pour regarder les différences de propriétés, regarder les différences de structure. Est-ce que j'ai des gouttelettes d'huile ou des gouttelettes d'œuf? Et en fait, ça va changer complètement les propriétés après quand on mélange à la peinture. Donc, on fait tout ce travail-là pour comprendre déjà si ce type de formulation a pu être utilisé en peinture, parce que je vous l'ai dit, on n'a pas de recette, on comprend pas très bien. Donc, pour arriver à interpréter les mesures qu'on a fait sur cette œuvre et pour comprendre quel est l'intérêt de ce type de formulation pour les artistes, pourquoi ils se seraient orientés vers ce type de recette. Voilà, c'est assez schématique et on n'a pas encore, le doctorant est en train de travailler là-dessus, donc je n'ai pas encore le résultat final, je ne peux pas tout vous dévoiler sur cette technique, mais c'est un peu pour illustrer le type de recherche qu'on va mener au laboratoire. Voilà, je vais arrêter le partage du coup. Hop, voilà. Et du coup, effectivement, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de recette ancienne de disponible. Dans d'autres cas, est-ce que c'est facile à trouver ces recettes, ces traces écrites de ces protocoles expérimentaux finalement Alors oui et non, c'est-à-dire qu'on a en fait, en thèse, par exemple, donc moi, je commençais, j'étais vraiment sortie d'école d'ingénieur, j'arrive en thèse, matériaux du patrimoine, Léonard de Vinci, je me dis, bon, je vais chercher les recettes. Et quand on est physico-chimiste, l'approche des recettes n'est pas forcément évidente parce que euh, on a effectivement un grand nombre de livres de recettes qui ont commencé à être traduits, des recettes qui vont dater, on commence à en avoir beaucoup à partir du 15e, 16e siècle, et puis on a un pic 17e, 18e. Mais un grand nombre de livres de recettes ou de recettes, en tout cas, ne sont pas complètement fiables parce qu'ils n'ont pas été écrits directement par les artistes. Donc, c'est quelqu'un d'autre qui va retranscrire ces recettes. Et parfois, quand on reconstitue ces recettes, justement, on a des surprises. En fait, la recette ne donne pas du tout ce qu'elle devrait donner. Et ça, c'est parce que ce n'est pas l'artiste directement qui l'a écrit. Et on a en plus, donc je vous ai dit, j'étais sortie d'école d'ingénieur, donc avec pas forcément toute cette connaissance historique et artistique des matériaux de l'époque. Et donc parfois des problèmes de traduction, d'interprétation des recettes. On a tel mot qui était utilisé à cette époque-là, mais qui désignait tel matériau qu'on connaît aujourd'hui. Et donc forcément, ça ne va pas du tout donner la même chose quand on reconstitue la recette. Donc à la fois, c'est accessible, mais c'est difficile à interpréter. Et donc on a un certain nombre de choses qui peuvent nous aider. Déjà, il y a certains artistes qui ont essayé souvent de reconstituer ces recettes et qui nous donnent des indications aujourd'hui. Et puis beaucoup d'artistes au XXe siècle qui sont intéressés, de scientifiques au XXe siècle, début du XXe siècle, qui sont intéressés à ces recettes. Donc ça peut aider à mieux comprendre. Mais du coup, on a un peu répertorié pour nous, scientifiques du patrimoine, des livres de recettes un peu fiables et un peu le risque, c'est de ne pas sortir de ces livres de recettes. En fait, souvent, on nous reproche, on cite tout le temps les mêmes livres de recettes, mais parce qu'on sait qu'on a confiance dans cela. Et en fait, il faut aussi aller essayer d'aller chercher des textes un peu moins connus. Et ça, on peut le faire vraiment qu'en travaillant avec des conservateurs, des historiens de l'art, des restaurateurs qui vont nous aiguiller sur, ah oui, vous trouverez cette information dans tel livre de recettes et je vais vous aider à comprendre cette recette, parce que tout n'est pas écrit. Euh, il y a aussi, mais ça, c'est l'époque, enfin, les différentes époques qui veulent ça. Les indications dans les recettes sont plus ou moins précises. Les recettes du 19e vont être très précises, mais par contre, plus on remonte dans le temps, plus les indications vont correspondre à des pratiques de l'époque. Donc, on ne va pas avoir de temps d'indications sur la durée, par exemple, des processus. On va nous dire, faites chauffer ce mélange jusqu'à ce que ça roussisse ou jusqu'à ce que vous puissiez plonger quelque chose et le ressortir et que ce soit visqueux. Enfin, des indications, même pas visqueux, c'est un terme trop précis, mais des indications très concrètes sur du visuel ou sur de la texture que nous, scientifiques, on ne va pas forcément arriver à décoder tout de suite et il va vraiment falloir passer par cette étape au laboratoire. Donc, pareil pour les quantités. On va devoir ajouter une demi-cuillère ou juste un peu ou juste ce qu'il faut ou autant que vous en pouvez. Donc, voilà, ça va être très, très flou. Et donc, on a ce travail à faire de reconstituer, enfin, de le faire un certain nombre de fois pour arriver justement à traduire ça. Tu parlais de protocole.
Mm. Mais c'est vraiment ça, on va devoir comprendre quels sont les ingrédients essentiels, quels sont les gestes essentiels pour pouvoir le traduire en un protocole physico-chimique et pouvoir refaire la recette 10 fois et que ça nous donne le même résultat parce que il va sinon y avoir des variations un peu difficiles à expliquer. Donc oui, c'est un énorme travail que de s'intéresser aux recettes euh, et d'où la nécessité de collaborer justement avec nos collègues. Et, euh, et du coup, on parle de formuler des peintures, de réaliser des peintures. Est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est qu'une peinture? Parce que je ne suis pas sûre que tout le monde autour de la table virtuelle ait en tête ce que c'est, comment ça se fait, comment ça se fabrique. Ouais. Oui, donc effectivement, moi, je m'intéresse à la formulation des peintures. Donc, je disais, c'est à la fois les ingrédients utilisés et la façon dont ils sont mélangés, utilisés. Mm. Et la base d'une peinture, et ça, effectivement, on le sait moins aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, on achète nos peintures en tube ou alors on a des palettes d'aquarelle là, pour les enfants. Mais en fait, les artistes préparaient leurs peintures eux-mêmes dans les ateliers. Donc, ils avaient des apprentis, ils avaient des broyeurs professionnels qui mélangeaient donc, le pigment, ce qui va donner la couleur, l'esthétique, le pigment avec le liant. Et le liant, c'est un matériau essentiellement organique. Ça va être de la cire, de l'œuf, de l'huile. On va mélanger à la peinture, au pigment. Plutôt, on va broyer le pigment dans le liant pour obtenir une pâte qui va ensuite pouvoir former un film solide qui va être la peinture une fois sèche. Et donc, c'est le liant qui donne enfin, la majorité des propriétés de la peinture en termes de cohésion, d'adhésion au support, de solidité finalement, de durabilité dans le temps. Tout ça, c'est vraiment dépendant du liant qu'a utilisé l'artiste. Et puis après, les artistes vont pouvoir rajouter, donc à ce mélange de base essentiel, vont pouvoir rajouter différentes choses pour modifier les propriétés. Donc soit des charges, on va des pigments additionnels, mais pour réduire le coût, par exemple. Quand il y avait des pigments très chers, parfois on rajoutait des pigments beaucoup moins chers euh, voilà, qui modifient les propriétés, qui jouent un peu le même rôle, mais qui seraient beaucoup moins chers. On va pouvoir ajouter aussi des médiums. Un médium, c'est un liant additionnel, pareil, pour modifier les propriétés. Et ça, on en trouve encore aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez trouver donc, les tubes de peinture, et puis vous allez trouver des tubes de médium pour de médium à sécher, médium à retoucher. Il y a un certain nombre de noms comme ça, mais ça permet de modifier les propriétés de votre tube de votre peinture de base. Voilà. Donc, c'est un peu les grandes familles d'ingrédients dans la peinture, effectivement. Euh, mais du coup, si je présente ce qu'on a pu nous faire en classe pour essayer justement enfin, faire une sorte de transposition, donc je vais partager rapidement l'écran. Donc, nous, on a une ressource clé en main qui s'appelle Sur la palette de l'artiste. Je crois que vous voyez la page sur le site La main à la pâte en ce moment. Donc, si vous téléchargez, hop, vous obtenez le petit PDF. Et en fait, donc elle s'appelle Sur la palette de l'artiste. C'est un hommage à une leçon au Collège de France de Philippe Walter, qui était le directeur du LAPS, qui ne l'est plus, mais qui l'était à l'époque. Et sur la palette de l'artiste, l'idée, c'était vraiment d'essayer de trouver une place à la chimie dans le cours d'un élève de CP. Enfin voilà, qu'on trouve un moyen de faire de la chimie dès le CP. Et ce qui n'était pas évident, puisque quand on regarde le programme officiel, dans la partie questionner le monde, on n'a pas forcément de chimie. On a un peu de physique, mais pas de chimie. Et on s'était rendu compte que là où il y en avait le plus, c'était dans le cours d'art visuel. Donc, dans le programme officiel d'art visuel, il y a énormément de chimie, on ne le dit pas. Mais en fait, comme on parle de la matérialité de l'œuvre d'art et qu'on travaille cette matérialité, finalement, c'est de la chimie qui se cache derrière. Et donc, du coup, c'est une séquence de 5 activités. Quatre sont expérimentales et une est plutôt historique. Et ces activités, elles ont été testées en classe et elles ont aussi été expertisées par des scientifiques, co-construites avec des scientifiques. Donc, on a eu l'aide de Laurence après pour le parcours de formation, de Philippe Walter. On a eu aussi l'aide de Clarisse de Vaugrenard qui m'a aidé à écrire les activités, qui est formatrice, qui est maître de conf et formatrice à la Maison pour la Science en Alsace. Et donc, on a vraiment, si on a bien travaillé tous ensemble, on a tout ce qu'il faut pour essayer de toucher du doigt la chimie des arts et notamment faire formuler
à ces élèves des peintures. Donc la première activité que vous savez, hop, qui va arriver ici. On a choisi de démarrer avec les peintures rupestres. Donc l'art pariétal, c'est pareil, ça fait partie, c'est un sujet qui est traité en classe, pas forcément en sciences, mais qui est traité. Et donc on s'est dit, bah, on va partir de l'art pariétal et on va poser la question aux élèves de comment est-ce qu'elles ont été réalisées, ces peintures. Donc il y a une phase qui est finalement plus du langage que de la science, mais qui est vraiment description de l'œuvre, des offres qu'on propose. D'abord, les élèves sont très attachés à décrire la scène qu'ils comprennent, ce qu'ils comprennent de la scène sous leurs yeux. Et puis ensuite, s'il y a besoin, on les fait basculer, mais en général d'eux-mêmes, ils basculent vers comment faire, comment reproduire, comment reconstituer ces œuvres d'art. Et donc, il y a tout un travail sur cette première activité qui va consister à extraire les molécules colorantes, à essayer de récupérer les couleurs et notamment de ce qui nous entoure, puisque les élèves vont penser forcément à ce qui les entoure. Ils vont beaucoup penser au végétal, un petit peu au minéral, pas du tout à l'animal. En termes de, voilà, ils vont pas penser à, bien évidemment, à prendre des cochenilles, à les broyer, mais ils vont voilà, penser à beaucoup de matières qui les entourent. Et donc, il va y avoir vraiment un travail d'extraction et donc les techniques d'extraction qui vont être proposées. Euh, alors, les enfants, en général, pensent à frotter. Ils pensent à écraser, à mettre un peu dans l'eau pour pouvoir utiliser, enfin voilà, que l'espèce colorante puisse être dissoute dans l'eau. Pendant la période un peu compliquée de la pandémie, comme il y avait des solutions hydroalcooliques sur les tables, des fois ils se demandaient s'ils ne pouvaient pas utiliser cette solution hydroalcoolique. Et effectivement, ça peut jouer sur certaines molécules. Et puis après, on va tester nos teintures. Là, vous devez avoir vu que finalement, ce ne sont pas des peintures, puisque si on a bien suivi, enfin, on est sur de l'aquarelle, mais vraiment très, on est sur des jus colorés, quoi. Voilà, mais on n'a pas encore trouvé la peinture. Mais donc, on va avoir ce démarrage, on va essayer de peindre avec la nature, avec ce qui nous entoure, pour essayer de faire des peintures rupestres. Et puis ensuite, on va avoir une partie où on va se dire, bon, en fait, nous, on veut de la peinture, donc on va regarder les peintures dont on dispose à l'école. On va se rendre compte qu'on n'a pas du tout les mêmes. On va pas parler de viscosité, on va parler de voilà d'aspect, de texture, de toucher avec les enfants, mais on va se demander justement comment faire pour pouvoir obtenir ces peintures. Et donc là, on va apporter la connaissance, hein, le fait qu'on a besoin de rajouter un liant. Et là, on va pouvoir imaginer tout un tas de liants. Et c'est assez intéressant parce que je crois que tu dis souvent, Laurence, que l'histoire des techniques de peinture, finalement, c'est l'histoire des liants. Et donc, c'est un peu ce qu'on reconstruit avec les élèves par tâtonnement. Et du coup, si tu veux bien un petit peu nous raconter cette histoire des techniques de peinture, ça serait super chouette. Oui, je me répète un peu, effectivement. Non, mais moi j'adore. J'aime bien Si dire je ça. t'invite, c'est que j'adore. J'aime bien dire ça, mais c'est une vision un peu simplifiée d'une scientifique. Mais effectivement, si on regarde les grandes périodes de transition dans l'art, les grandes ruptures dans les techniques de peinture et un peu ce qui ressort quand on regarde des livres d'art, en fait, c'est des changements plutôt dans la façon d'utiliser, euh, enfin de formuler la peinture, mais en termes de liant. C'est-à-dire que la grande révolution dans la peinture, je vous parlais de tempéra grasse tout à l'heure, etc., mais vraiment la grande révolution, c'est le passage enfin, l'arrivée à la peinture à l'huile qui a complètement changé et ouvert de nouvelles possibilités aux artistes. Donc, à l'Antiquité, on a tout un tas de. Je vais peut-être commencer par l'art pariétal, effectivement. Donc, les hommes préhistoriques, effectivement, utilisaient déjà tout ce qu'ils avaient autour d'eux et des pigments auxquels ils avaient accès, donc essentiellement des terres, des ocres, etc., mais aussi du charbon, puis utilisaient le blanc de la paroi pour peindre. Ah ben voilà, magnifique. Et éventuellement la graisse animale, voilà, qui jouait ce rôle du liant et qui permettait l'adhésion à la paroi, mais on était encore à des techniques vraiment enfin, primitives, entre guillemets, puisqu'on ne recouvre pas l'ensemble de la paroi. Et puis très vite, on arrive à des techniques où là, il y a vraiment le pigment, le liant. Et à l'Antiquité, on a un certain nombre de liants. euh, soit qui étaient dilués dans l'eau, donc de la gomme, mais surtout on retient dans les portraits du Fayoum, par exemple, ces techniques à la cire, qui devaient être quand même particulièrement complexes, parce que la cire, il faut la chauffer pour pouvoir l'appliquer, donc c'était tout un savoir-faire, toute une maîtrise, mais qui ne permet pas une grande liberté à l'artiste. Ils ont réussi quand même à réaliser des œuvres magnifiques avec cette technique, et notamment par des améliorations un peu techniques de la cire et comment arriver à l'appliquer plus facilement, mais ça reste une technique vraiment ardue en termes de réalisation.
Et puis après, au Moyen Âge, on va retenir tout ce qui est peinture à l'œuf. On a énormément euh, voilà, d'œuvres réalisées à l'œuf, en particulier au jaune d'œuf. Et là encore, c'est une technique relativement difficile et qui laisse peu de liberté à l'artiste puisque l'œuf va sécher extrêmement vite. Et donc, on peut pas, enfin, ça nous bloque sur un certain nombre d'effets. On ne peut pas retoucher euh, tant que c'est encore humide, rapide. Il y a un certain nombre d'effets de profondeur qui ne sont pas possibles à obtenir. Et on a donc en parallèle de cette évolution, toujours une recherche des artistes sur des nouvelles propriétés, des nouveaux matériaux. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les pigments varient peu sur toutes ces œuvres. On a toujours un peu la même palette de pigments, des pigments qui sont soit présents autour d'eux, donc disponibles dans la nature, soit des pigments de synthèse, mais qui sont connus finalement dès l'Antiquité. Et comme ça, Antiquité, Moyen Âge, Renaissance, c'est un peu les mêmes pigments. Et puis par contre, on a cette rupture, fin 15e, début 16e, et passage de la peinture à l'huile, où on voit là tout à coup des nouveaux effets des effets de profondeur, des effets de volume. On a le début de la perspective, mais qui est vraiment permise par cette technique de la peinture à l'huile. Et en fait, très vite, donc on a quelques œuvres au début, et puis après, ça se répand très vite dans toute l'Europe, parce que les peintres, justement, en voyant ces nouvelles possibilités, s'emparent très vite de cette technique. Euh, donc, c'est dans ce sens-là que je parle de rupture et vraiment de grandes évolutions de la peinture, parce que vraiment, l'huile paraît être une révolution, à tel point qu'il y a un peu une légende et un mystère autour de cette invention de la peinture à l'huile, alors que finalement, c'est sans doute le fruit d'énormément de recherches des artistes pour préparer l'huile, pour faire en sorte qu'elle soit facile à appliquer, qu'elle sèche rapidement, etc. Parce que l'huile, on sait par certaines analyses et puis par des recettes que on connaissait la possibilité d'utiliser de l'huile en peinture depuis longtemps, mais en fait, les artistes ne savaient pas bien l'utiliser. Donc, ça mettait tellement de temps à sécher, pour le coup, c'était le contraire de l'œuf. Ça met trop de temps à sécher et du coup, on est obligé de garder le tableau à plat le temps que ça sèche parce que sinon, ça va couler et tout va se déverser. Donc, ce n'était pas pratique du tout. Donc, les artistes ne maîtrisaient pas ce séchage de l'huile et ils ne pouvaient pas l'utiliser. Et puis, c'est qu'à la fin du 15e, début 16e, qu'ils vont vraiment arriver à l'utiliser. Et donc après, donc, les artistes s'en emparent et on voit que quelques artistes, ou à certaines périodes où on va avoir un retour, certains artistes qui vont utiliser de la colle, ou d'autres de l'œuf, mais c'est vraiment très ponctuel. Et puis ça jusqu'au 19e siècle, où là, on va avoir un peu une explosion des techniques, j'allais dire. 19e, 20e, on a de nouveaux pigments, de nouveaux liants avec l'arrivée de l'acrylique qui simplifie là encore énormément les techniques de peinture. Donc c'est toujours dans cette recherche de nouveaux matériaux. Voilà un peu le panorama assez rapide, mais pour l'évolution, autour de l'évolution justement de ces techniques. Euh, Et du coup, tu parlais des pigments qui ont été utilisés. Finalement, ça a été toujours un peu les mêmes. Euh, mais tu parlais d'un premier enfin, tu disais que les pigments de synthèse étaient commençaient, enfin, dès l'Antiquité, on avait accès, on pouvait fabriquer sa propre couleur. Oui, Euh, oui, effectivement. Donc, on retient beaucoup les nouveaux pigments, justement, du 19e, 20e. Donc là, avec le lien avec les industries chimiques, il y a effectivement des nouveaux colorants de synthèse qui arrivent. Mais en fait, les artistes synthétisaient déjà des pigments dès l'Antiquité. Donc, effectivement, dans l'art pariétal, on va trouver que des pigments naturels qui existaient déjà. Mais dès l'Antiquité, on a par exemple du blanc de plomb. Le blanc de plomb, c'est un carbonate de plomb, c'est un pigment qui peut être préparé juste à partir de plaques de plomb donc, auxquelles ils avaient accès et qui vont être préparées en mettant ces plaques de plomb en contact avec du fumier. Et donc, ça va faire une réaction chimique à la surface des plaques de plomb et on voit de gris, elles vont passer à blanc. On va avoir une fine surface blanche qu'on peut racler comme ça pour obtenir ce pigment du blanc de plomb que les Égyptiennes, puis les Romaines et les Grecs se mettaient en fard sur les joues, donc vraiment s'appliquer du plomb hein, sur les joues. Et donc un grand nombre de cosmétiques de l'époque étaient préparés avec ce pigment. Et puis après, on a toujours ce passage cosmétique vers peinture là, qui était très, très présent. On peut citer aussi le bleu égyptien en pigment de synthèse, mais on en a un certain nombre comme ça qui rendaient accessible pour les artistes à certaines couleurs voilà, auxquelles ils n'avaient pas accès dans la nature. Donc un blanc parfait, très lumineux, le blanc de plomb, un bleu auquel ils n'avaient pas accès sinon dans la nature, le bleu égyptien. Donc on a comme ça certains pigments de synthèse qui vont traverser les siècles euh, et arriver jusqu'au 19e où là la palette va considérablement s'élargir avec tous les colorants de synthèse et les progrès de la chimie.
Et sur le site du LAMS, si je me souviens bien, et puis nous, on les a intégrés dans le parcours de formation autour des peintures et aussi des pigments. Vous avez reproduit justement la synthèse du blanc de plomb. Enfin, une de tes collègues l'a fait. Et vous avez aussi reproduit la Garance, je crois, la Oui, laque de Garance. oui, À un moment donné, vous avez fait vraiment, on voit la vidéo un peu exactement. Donc là, c'est une de mes collègues qui s'intéressait, elle, aux cosmétiques antiques, mais effectivement pour des fards à joues préparés à partir de lac de Garance. Donc la lac de Garance, c'est un végétal, une plante qui est poussée dans le sud de la France et desquelles on peut extraire justement un colorant rouge qui était très utilisé à l'Antiquité. Le problème, c'est que pour l'utiliser en peinture, par contre, il faut donc, faire cette étape d'extraction et puis fixer ce colorant sur un substrat pour que ce soit plus stable et que ça puisse être utilisé en peinture, que ce soit en suspension dans le liant et pas soluble comme sont les colorants. Et donc, on a un certain nombre d'étapes de préparation, que ce soit pour le fard à joues ou pour l'utilisation en peinture. Il faut passer par certaines étapes. Donc, ce n'est pas vraiment un pigment de synthèse, parce en fait, le colorant est vraiment naturel. Mais après, il y a une petite étape de chimie à réaliser pour pouvoir l'utiliser en pigment. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir effectivement sur le site où je pense qu'elle part vraiment des racines de Garance pour arriver jusqu'au Jusqu'à la cosmétique. poudre, ouais, jusqu'à la petite poudre dans un poudrier, c'est assez chouette. Et effectivement, nous, on les a intégrés dans les parcours de formation pour les enseignants et les formateurs, mais c'est vrai que c'est des manipulations qui ne sont pas dans la séquence pour les élèves. J'imagine que c'est faisable en collège, c'est-à-dire que si on veut prendre nos propositions cycle 2 pour travailler au collège, on peut ajouter ces manipulations qui sont de jolies manipulations, mais il faut un peu se protéger. Enfin voilà, on peut pas faire enfin voilà, il faut un peu, c'est plus difficile dans une salle de classe d'école primaire, on va dire. Mais voilà, c'est des manips que voilà, si vous avez envie de refaire votre pigment, votre lac à partir de votre jus coloré, parce que finalement on obtient des jus colorés quand on fait peindre avec la nature, c'est faisable et le lame ça a fait tout ce qu'il fallait pour que ça soit possible de le faire. Voilà. Et du coup. Juste pour que vous ayez en tête, on fait un tour de passe-passe du coup dans l'activité pour la classe, puisque on travaille avec ces jus colorés, on se rend compte qu'on n'a pas vraiment fait des peintures avec les élèves, et du coup, quand on bascule dans les liants et qu'on travaille sur cette idée de texture, de propriété, enfin de viscosité, là on va on va travailler avec le pigment directement, à la poudre de pigment, parce que alors on peut en acheter, bien sûr, on peut aller chercher enfin, des ocres, ça se trouve dans les magasins de beaux-arts, on peut aller récupérer sa poudre de pigment, mais vous pouvez aussi utiliser du curcuma, par exemple. Voilà, c'est possible d'utiliser des poudres finalement du quotidien sans que ça soit trop onéreux pour vous pour pouvoir travailler en classe. Et, euh, et du coup, à partir de cette poudre, on va pouvoir travailler sur la notion, enfin, la formulation de peinture et les liants. Mais c'est vrai on a préféré ne pas mentionner pour la classe. On leur dit qu'on fait ce tour de passe-passe, mais enfin, la seule manière de l'introduire en CP, ce serait de le faire soi-même en tant qu'enseignant, en expérience un petit peu face aux élèves, quoi. Mais pas leur demander de le faire ou de leur faire faire, ce serait quand même, ça vous mettrait en situation un petit peu inconfortable en tant qu'enseignant, même si c'est assez chouette à regarder quand c'est fait au labo. Euh, dans ce que je souhaitais aussi vous partager par rapport aux activités qu'on a fait dans la classe. Donc, vous avez vu, il y a la jolie frise qu'on a récupérée, voilà, que Laurence a eu la gentillesse, on a récupéré une frise de Laurence et après on a fait la nôtre. Elle nous l'a corrigée parce que voilà, il y avait des petits points de détail pour être sûr qu'on ne se trompait pas. Et donc, c'est une chouette frise. Si vous voulez l'utiliser en classe, n'hésitez pas. Et là, je m'étais arrêtée, je vais peut-être refaire le partage. En fait, là, je suis sur la plateforme de formation et donc sur le tutoriel autour des techniques de peinture, mais il y en a d'autres. Et en fait, je ne le montre pas parce que Laurence est là et que ça va la mettre mal à l'aise, mais c'est en fait au-delà de la frise. Dans cette vidéo, on voit Laurence nous expliquer ce que c'est qu'une peinture et comment on formule. Et à la fin, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu nous montres vraiment le geste technique avec, alors nous, on utilise mortier pilon ou petit bol et galet si on n'a pas de mortier de pilon avec nos élèves, mais tu nous montres vraiment est-ce que vous pouvez. Alors, je vais me permettre, et à un moment donné, il y a un gros plan sur tes mains, donc ça va aller, tu vas pas être trop. Donc, vraiment, on voit ta technique, on voit comment tu reconstitues. Et donc, c'est une peinture à huile qu'on fait.
Voilà, je coupe le son, comme ça, c'est pas désagréable pour toi. Et voilà, et tu nous montres vraiment que voilà, on mélange pas, en fait, on broie vraiment le pigment dans le liant, et ça peut durer des heures. Enfin, c'est un métier, quoi, à C'est ça. l'époque. Ce que je disais sur la formulation, c'est pas que les ingrédients, c'est aussi vraiment la façon dont c'était préparé. Et là, donc effectivement, c'est la molette sur la plaque de verre. Au début, au laboratoire, je préparais vraiment ma peinture dans le mortier habituel du chimiste. J'avais l'habitude de faire ça. Je fais pareil. Et en fait, ça donne pas du tout la même chose en discutant avec des restaurateurs, puis surtout en regardant les recettes. On voit l'importance de cette étape de broyage et ça change vraiment la texture, ça change l'apparence. Donc, c'est une étape importante. Et dans les recettes, je cite souvent ça aussi, je me répète, mais je, en fait, je crois que je lis une recette dans la Oui, vidéo. Alors, je ne dans sais la plus du tout vidéo. laquelle. Mais effectivement, on a beaucoup de recettes qui mentionnent cette étape de broyage et qui soulignent le fait que pour certains pigments, il fallait le faire aussi longtemps que possible. Voilà, qui nous donne un peu des indications. Pour tel type de pigment, il faut le faire avec tel dans l'eau ou pas dans l'eau, dans l'huile, et puis avec une durée plus ou moins importante. Voilà, Voilà, ça c'est effectivement. un des livres sur lesquels on s'appuie beaucoup, effectivement, euh, qui est parfait parce qu'il est du 17e, il y a des recettes en français, il est compréhensible. Enfin, pour nous, c'est un trésor. Euh, alors, du coup, on a parlé de tout un tas de techniques de peinture. Et moi, j'ai une question. Parce qu'en fait, je me suis posé la question, mais je ne suis pas sûre de moi. Par rapport à, enfin, quand tu as l'art pariétal et Oui. la technique de la fresque, est-ce que finalement, c'est proche ou pas en termes de technique ou pas du tout? Enfin, voilà, c'est vraiment une vraie question que je me pose. Alors, mais c'est une question pas facile parce qu'en fait, euh, ça invalide un peu ce que j'ai dit avant. Donc, ça m'embête un peu, mais je Ah, peux bon, alors, quand j'ai même. rien dit. On en Non, parlera après. non, mais j'ai posé comme principe de base que la peinture, c'est un pigment broyé dans un liant, etc. Et dans la technique de la fresque, on n'a pas de liant organique. Ce qui va assurer la cohésion de la peinture n'est pas un liant organique tel que l'œuf, la cire ou l'huile, etc. Donc c'est une technique vraiment particulière qu'on peut différencier de toutes les autres. C'est-à-dire, il y a la technique à fresque, à fresco, ça veut dire dans le frais, ça vient du terme italien, et qu'on distingue de toutes les techniques qui sont à sec, où en fait on peint sur une surface sèche. Là, le principe de la fresque, c'est de peindre sur une substance fraîche, donc humide, et en fait, d'un enduit frais, on peint sur un enduit frais et un enduit qui est constitué, entre autres, de chaux. Et la chaux hydratée va ensuite, donc on est sur notre enduit avec de la chaux, on met les pigments avec de l'eau, et ensuite tout ça va sécher. Donc l'eau s'évapore, et la chaux, en séchant, va se transformer en carbonate de calcium, donc l'équivalent de la craie, et va former une couche solide qui emprisonne le pigment. Et c'est cette transformation, ce passage en couche solide de carbonate de calcium qui assure la protection du pigment, la cohésion de la couche, etc. Donc on a un effet peinture, donc une couche solide, qui est, dans le cas vraiment particulier de la fresque, permise non par un liant organique, mais par un liant inorganique solide, qui est le carbonate de calcium, qui joue ce rôle-là et qui va venir enrober le pigment et assurer la cohésion. Donc, c'est pas, ce que j'ai dit n'est pas faux, il y a quand même un liant, mais c'est pas un liant comme je l'entends d'habitude, le liant organique qui va enrober chaque grain de pigment, etc., et qui est liquide, qui donne une pâte liquide. Là, c'est vraiment fresque, c'est non seulement un matériau, mais vraiment une technique, c'est a fresco en italien, peindre sur l'enduit frais. Donc, par rapport à l'art pariétal, par exemple, c'est vraiment différent aussi parce qu'on n'a pas du tout cette notion d'enduit, etc. Et l'art pariétal, on a un peu déjà, on n'est pas très sûr du liant qui était utilisé parce que c'est très difficile de faire des analyses sur des peintures aussi anciennes. Et donc, on aurait éventuellement de la graisse animale mélangée ou appliquée comme ça, peut-être enduit sur les mains et ensuite qui serait rajouté au pigment, enfin voilà, qui assure un peu cette cohésion au support. Mais on n'a pas du tout, ça va plus se rapprocher des techniques ensuite avec un liant organique, mais c'est très différent de la fresque. Et c'est vrai que ça permet donc d'assurer vraiment une notion de durabilité qu'on n'avait pas la période autour des peintures pariétales. On n'avait pas encore sans doute cette notion de il faut que la peinture se préserve dans le temps, etc. Là, la fresque, ça permet vraiment de conserver l'œuvre sur des siècles. On a des fresques à Pompéi qui se sont très bien conservées jusqu'à présent, avec parfois dégradation des pigments, mais la structure en elle-même est parfaite. Et souvent, je monte, mais d'ailleurs, je crois que je l'ai
sur la slide. Je vais vous repartager l'écran pour vous montrer quelque chose qui n'est pas une fresque, mais du coup qui est raté. Alors, hop, je reviens à mon partage d'écran. Vous le voyez, c'est bon. Alors, je vais passer sur la slide après. Hop, bien. Non, ça ne veut pas. Ah, Voilà, c'est ça. Donc, cette fresque-là que vous connaissez sûrement, qui n'est pas une fresque en fait, c'est la scène de Léonard de Vinci qui est à Milan. Et là, vous voyez qu'elle est complètement dégradée, d'accord, ce qui est fort dommage parce que c'était sans doute une peinture magnifique. Et en fait, dans ce cas précis, Léonard de Vinci a voulu peindre sur un mur avec des techniques qui normalement sont utilisées sur des panneaux, sur ce qu'il faisait d'habitude sur des panneaux de bois ou sur de la toile, etc. Donc il a peint à sec, il a utilisé un liant organique, et ce liant organique, bah, il est soumis potentiellement à des risques de corrosion, enfin de dégradation par des micro-organismes, des moisissures, etc. Donc ça a complètement dégradé son œuvre parce qu'il avait fait il était dans une démarche d'expérimentation, donc je pense qu'il a voulu voilà, retranscrire ce qu'il connaissait sur les panneaux sur un mur et c'était pas du tout applicable. Voilà, j'espère que ça répond à ta oui, question globale merci. sur la Parce que du fresque. coup, effectivement, potentiellement, il y avait des liants organiques pour l'art pariétal. Donc, effectivement, là, on est dans le monde Oui, minéral avec la fresque. Et c'est ça. c'est en Mm, fait, mm, mm. finalement, c'est comme si on emprisonnait la poudre de couleur dans une pierre, quoi, quelque part, si j'ai bien compris. Et Exactement, du coup, exactement. C'est effectivement, vraiment pris au piège dans la surface minérale et du coup, ce qui donne la durabilité voilà, sur les siècles, à travers les siècles. Mais c'est une technique très, très particulière. ok, ben voilà, j'ai ma réponse. Merci. Et par rapport à la ressource pour la classe, c'est juste pour finir, en fait. Au début, on est très tâtonnement, puis à un moment donné, on rajoute de la rigueur et surtout, on exige de la reproductibilité. Tu le disais, il va falloir au laboratoire reproduire, pouvoir vraiment être sûr d'obtenir toujours la même chose en formulant la peinture. Et on va toucher du doigt, alors pas en grande section, parce que pour le coup, on l'avait testé aussi en grande section, et la partie mesure, bien sûr, on ne va pas l'exiger d'aussi jeunes élèves, mais par contre, pour des CP, des CE1, CE2, on peut y aller, on peut exiger cette reproductibilité et donc un peu travailler du côté des grandeurs et mesures qui sont un peu aussi dans le programme de mathématiques. Et il y a vraiment ce travail à un moment donné d'exigence et puis de fait de pouvoir comparer. Et ça vient un peu des élèves, parce qu'au début, ils tâtonnent, ils fabriquent, voilà, ils font leurs petits trucs, leurs petites couleurs, et ils composent comme ils peuvent. Et à un moment donné, ils veulent comparer leurs œuvres d'art. Et en fait, d'eux-mêmes, ils se disent, mais je peux pas, parce que moi, j'ai utilisé beaucoup plus de poudre que toi. Donc, oui, c'est plus coloré, mais ça vient peut-être pas du fait que moi, j'ai pris de l'œuf et toi de l'huile. Enfin, il y a vraiment tous ces échanges qui fait qu'à un moment donné, on doit se mettre d'accord sur des quantités. On doit pouvoir vraiment être rigoureux, suivre un protocole et plus être sur quelque chose d'un peu plus créatif, entre guillemets, même si c'est pas parce qu'on est créatif qu'on n'est pas très rigoureux et qu'on ne veut pas pouvoir reproduire la matière qu'on veut utiliser pour sa création, quoi. Donc, mais c'est effectivement aussi dans la ressource. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à la consulter.